Bonjour, coup de cœur dans la sélection de la rentrée littéraire, le dernier enfant de Philippe Besson, son 20e livre et surtout son retour à la veine romanesque après sa trilogie autobiographique. Il va conter l'histoire d'une femme, Anne-Marie, une femme ordinaire, dont la vie va basculer en 24 heures car son fils, son dernier enfant, va quitter le lit. Il va décrire cette journée par le détail afin de conter au-delà l'histoire d'une femme, d'une vie, mais également l'histoire d'une famille, l'histoire d'une région, enfin bref, un monde. C'est absolument magnifique. Et surtout, nous avons profité du passage éclair de Philippe Besson à Bruxelles pour avoir un échange ô combien passionnant avec lui. Bonne lecture, à bientôt. Philippe Besson, bonjour. Bonjour. Le dernier enfant, votre dernier livre, après la trilogie autobiographique, c'est le grand retour au roman. D'où vous est venue cette gourmandise de renouer avec la veine romanesque? En fait, j'avais justement, oui, envie de revenir aux sources et à ce qui m'avait fait aller vers l'écriture au tout début, il y a 20 ans, c'est-à-dire essayer de vivre d'autres vies que la mienne, incarner un personnage que je ne suis pas naturellement ou directement, trouver une voix qui n'est pas absolument la mienne. Et donc, là, en l'occurrence, je prends la voix, si je puis dire, d'une mère de famille, parce que, a priori, dans la vraie vie, j'ai très peu de chances d'arriver à être une mère de famille, et je me suis dit, au moins, l'écriture vous offre ce merveilleux privilège. Donc c'était ça le mécanisme initial d'essayer d'investir la psyché, l'esprit et le corps aussi de cette femme et de cette mère. Et puis néanmoins il y a toujours des échos intimes, c'est-à-dire même quand on écrit des romans, ça emprunte toujours à la vérité biographique. Donc il se trouve que j'ai été un fils, enfin je le suis toujours d'ailleurs, mais surtout j'ai été un fils qui est parti un jour du domicile familial et qui a découvert après coup qu'il avait fait pleurer sa mère dans la voiture du retour. Et cet épisode est marquant pour moi parce que c'est vrai que quand vous apprenez que vous avez fait pleurer votre mère, vous vous sentez quand même un peu coupable. Et on a fini par réussir à en parler avec ma mère des années après. Et j'avais depuis longtemps envie de m'intéresser, de m'interroger sur cette langueur et cette tristesse qui parfois empoigne les mères quand le petit dernier quitte la maison. Et ce qu'on appelle en sociologie le syndrome du nid vide. L'idée que voilà, on a élevé des enfants et puis que maintenant c'est terminé, et qu'ils s'envolent et qu'on devrait être content et avoir le sentiment du devoir accompli, mais qu'au contraire, on est traversé par la tristesse, par la culpabilité, par la peur, voilà. Et pourquoi ça c'est à l'œuvre? Et donc voilà pourquoi je me suis lancé dans cette aventure. En fait, à travers l'intime, ça vous permet d'explorer et de laisser entrevoir à la fois une vie, des vies, celle d'une famille, mais également celle d'une région et de toute une structure sociale. Oui. Oui, l'idée c'est que l'avantage de tout concentrer, de concentrer une action dans un temps réduit, et presque dans une unité de temps, de lieu et d'action si on veut reprendre les mots du théâtre, mais ça permet d'être un précipité d'émotions d'abord, donc d'explorer toute la gamme des sentiments, mais aussi c'était ma volonté de raconter, oui, sans doute une époque et sans doute un milieu social par exemple. C'est-à-dire qu'ils sont ancrés, Anne-Marie, Patrick et Théo, dans un milieu qu'on va appeler la classe moyenne inférieure, qui est d'ailleurs le milieu d'où je viens. Moi, j'avais un père instituteur, une mère secrétaire. Voilà, mon grand-père était cordonnier, mes oncles et mes tantes étaient ouvriers ou paysans. Donc voilà, on a manqué de rien, mais on n'avait pas droit à grand-chose. Bon, et on ne pouvait pas faire d'écart en tout cas. Et je voulais raconter ça, cette espèce de famille de province avec une vie simple, où les gens s'aiment, mais sans se le dire. C'est d'ailleurs leur problème, c'est qu'au finalement, comme ils ne se sont jamais dit, au moment où ils se séparent, ça leur pète au visage. Mais donc je voulais raconter cet ancrage social voilà, de gens tout à fait ordinaires. Je ne voulais pas avoir le secours de c'est une famille décomposée ou dysfonctionnelle, on veut régler des comptes, ou ça se passe dans un milieu bourgeois, je ne sais pas quoi, et c'est les atermoiements d'une bourgeoise. Pas du tout. Je voulais au contraire raconter au plus près de l'humain, à hauteur d'homme, cette histoire-là, qui est une histoire la plus simple qui soit, la tragédie minuscule par excellence, le drame prévisible par excellence, parce que toute personne qui a des enfants sait qu'un jour elle les perdra, bon, et le faire par ce versant sentimental. Surtout la façon dont vous structurez la famille vous permet quand même d'explorer ces thèmes qui vous sont si chers, c'est-à-dire les non-dits, les silences qui n'ont jamais été
effleuré au sein d'une famille et qui crée évidemment une structure particulière. Oui, là pour le coup ça emprunte à ma réalité autobiographique si je puis dire, parce que moi je viens d'une famille de silence, le silence sur les sentiments. Moi j'avais un père qui était extraordinairement pudique, réservé, qui était convaincu qu'il ne fallait d'ailleurs pas exprimer les sentiments. Je suis convaincu d'ailleurs que je suis devenu écrivain pour faire un sort à ce silence de l'enfance et de l'adolescence. On s'aimait, mais on ne se le disait pas. Donc ça passe toujours par des gestes indirects, par des maladresses, par des regards, par des expressions parfois un peu malheureuses, mais peu importe. On ne sait pas dire qu'on s'aime, donc il faut trouver des biais détournés. Et moi j'aime bien cette idée du non-dit, du sous-texte. Je me méfie toujours des grandes déclamations, des grandes déclarations, de l'ostentation. Je préfère oui, le murmure, la délicatesse, la chose à peine esquissée. Alors là, c'est par obligation qu'ils esquissent, parce qu'ils ne veulent pas justement dire leurs sentiments, mais en même temps, en ne les disant pas, on voit qu'ils sont débordés par ça, qu'au fond ça les submerge, et que ce qui leur arrive, c'est d'être rattrapés par l'émotion justement, alors qu'ils ne l'auraient pas voulu, alors qu'ils ne s'y attendaient peut-être pas autant que ça. Ils sont rattrapés par ce moment et par ce qu'il signifie, par son caractère aussi irréversible, parce que c'est comme un petit deuil. Vous perdez quelqu'un que vous ne retrouverez pas. Dans une rupture amoureuse, vous pouvez toujours vous dire je recommencerai avec quelqu'un d'autre. Là, vous n'allez pas recommencer avec quelqu'un d'autre, c'est fini avec celui-là et c'est bon. Et donc, ça m'intéresse de raconter justement par ça, par le détail et par les choses concrètes et matérielles, cet écroulement intime. Alors on parle de l'écroulement intime, mais Sandro Veronesi, qui vient de publier Le Colibri en français, a expliqué dans une interview il y a peu de temps que le grand privilège de l'écrivain, c'est de pouvoir partir à la recherche du temps perdu. En écrivant ce 20e livre, qu'êtes-vous allé chercher et qu'avez-vous trouvé ? Alors je pense qu'on est toujours en train de courir après ce temps, essayer d'en garder la substance ou de ne pas perdre ses souvenirs, mais enfin c'est comme du sable entre les doigts sur une plage l'été, ça nous finit par nous échapper quand même. Moi j'ai parfois quand même des accès de nostalgie, j'en ai eu une très jeune dans la vie, vous savez, très marqué par une phrase que j'avais lue dans l'amant de Marguerite Duras où elle écrit « Très vite dans ma vie il a été trop tard ». Donc très vite dans ma vie j'ai eu l'idée des choses qu'on perdrait et qui ne reviendraient pas, du temps qui filait trop vite, des regrets, des choses inabouties, voilà, de ce qu'on perd. Bon. Et au fond, j'écris aussi des livres pour essayer de perdre un peu moins, ou comme si je constituais un album de photographies pour dire ça a existé. Vous voyez, on a été heureux quand même puisqu'on en a la preuve. Moi, les preuves que je fournis, c'est des livres. Et donc, oui, on voudrait retenir, et puis en même temps, on se rend compte que le temps file, qu'il a filé trop vite et que le temps qui reste est inférieur au temps qu'on a déjà consommé. Donc moi, ça me désespère un peu, on va dire. Et les livres me sauvent un peu du désespoir. J'imagine. En tout cas, merci pour cet entretien. Merci à vous. Merci pour ce 20e livre qui est déjà parmi les meilleures ventes de Filigrane. Philippe Besson, on attend le prochain. Dans un an, sans doute. Merci. Merci.